20% de survie. Selon plusieurs rapports, un seul artilleur de la flak allemande sur 5 a survécu à la Seconde Guerre mondiale. C'est un taux de mortalité terrifiant. C'est un bilan plus lourd que celui des équipages de sous-marins, plus meurtrier que celui des divisions de blindés, plus sanglant que presque toutes les autres branches de l'armée allemande. Pourtant, ces hommes ne chargeaient pas sur les plages, ils ne nettoyaient pas des bâtiments pièce par pièce sous le feu des fusils. Ils restaient debout derrière des canons anti-aériens. Leurs tubes étaient braqués vers les nuages. Pourquoi ce poste était-il devenu un arrêt de mort? À première vue, une position de défense stable, mais en réalité, une cible exposée à l'enfer venu du ciel. Pour comprendre, il faut revenir au début des années 1930. Les planificateurs militaires allemands anticipaient une menace invisible. Le traité de Versailles avait tout interdit. Pas de chars, pas d'avions de combat, pas d'artillerie lourde. L'Allemagne était désarmée sur le papier. Mais dans les usines, derrière des portes closes, l'industrie travaillait en secret. Les ingénieurs créaient des sociétés écrans pour masquer leurs recherches. Le danger principal n'était pas l'infanterie au sol, c'était l'évolution technologique dans les airs. La Première Guerre mondiale avait montré l'utilité des avions, mais 10 ans plus tard, les machines changèrent de dimension. Les bombardiers stratégiques faisaient leur apparition. Ces appareils volaient à des altitudes inaccessibles pour les fusils classiques. Les armes antiaériennes légères devenaient inutiles. Ces avions transportaient assez d'explosifs pour raser des quartiers entiers en un seul passage. Sur les plans techniques, on voit des envergures massives et des soutes à bombes béantes. Les stratèges allemands ont compris l'urgence. Il fallait une arme nouvelle, un outil capable de briser cette menace avant qu'elle ne lâche sa cargaison. Le groupe industriel Krupp a reçu une mission précise, créer un canon à haute vélocité. Le projectile devait monter vite et frapper fort pour détruire les bombardiers en haute altitude. Les échecs se sont multipliés. Les ingénieurs ont déchiré des dizaines de plans. Les prototypes ont explosé lors des tests. Le processus a été long. Mais après des révisions incessantes et des essais secrets, ils ont enfin produit un résultat. Le canon de 8,8 cm Flak 18 entrait en service. Les événements se sont alors accélérés. 8 lettres pour une arme légendaire. Le mot Flak est l'abréviation allemande de canon anti-aérien. Aujourd'hui, le terme a quitté le jargon militaire pour entrer dans le langage courant. En anglais, on l'utilise pour désigner des critiques virulentes. Mais à l'origine, le mot désignait une pluie de métal mortel. Pourquoi cette arme était-elle différente? Les canons classiques devaient toucher leur cible directement. Le Flak, lui, fonctionnait différemment. Ses obus étaient propulsés vers le ciel à une vitesse fulgurante. À l'intérieur du projectile, une fusée chronométrique réglable permettait de déclencher l'explosion à une altitude précise. Plus besoin de viser juste, il suffisait de s'approcher. À l'explosion, l'obus projetait des milliers de fragments métalliques à haute vélocité. Le résultat, des ailes déchiquetées, des moteurs pulvérisés et des équipages massacrés à l'intérieur de carlingues sans protection. Un coup direct pulvérisait l'avion instantanément. Mais grâce à la fragmentation, la zone de létalité devenait immense. Sur le terrain, la machine impressionne par sa mobilité. Le canon repose sur une plateforme en forme de croix. Les servants peuvent faire pivoter l'affût à 360 degrés et pointer le tube presque à la verticale. Ils suivent les cibles rapides sans effort. Cette flexibilité va changer le cours de l'histoire. Direction l'Espagne pendant la guerre civile. L'Allemagne y envoie un premier lot de canons. Pour Berlin, c'est un laboratoire à ciel ouvert. Les résultats surprennent les observateurs. Sur près de 400 engagements documentés, seulement 30 concernent des avions. L'immense majorité des tirs visent des cibles au sol, des bunkers, des positions fortifiées et surtout des chars. À cette époque, le blindage des véhicules est dérisoire. Il suffit à peine à arrêter les balles de fusil. Face à un obus de 88 mm lancé à pleine vitesse, l'acier explose. Le char est littéralement déchiré. Mais les rapports espagnols révèlent un autre détail, beaucoup plus sombre. Le taux de mortalité des servants de 88 est effrayant. Seuls les pilotes de chasse meurent plus souvent. Avant même le début de la Seconde Guerre mondiale, servir cette pièce d'artillerie est déjà l'une des missions les plus dangereuses de l'armée. Septembre 1939. L'Allemagne lance l'invasion de la Pologne. Elle dispose de 2600 canons anti-aériens lourds. C'est 2 fois plus que les Britanniques. Les Américains, eux, n'en possèdent presque aucun. Ces unités ne dépendent pas de l'armée de terre, mais de la Luftwaffe. Ce sont des professionnels de carrière, formés dans des écoles spécialisées pour maîtriser des systèmes de visée complexes.
Au fil du conflit, l'Allemagne produira environ 21 000 exemplaires du canon de 88 mm. Mais cette puissance de feu a un prix. Pour comprendre l'hécatombe chez les artilleurs, il faut regarder la machine de plus près. La pièce pèse 7 tonnes. Une fois déployée, elle dépasse les 2 mètres de haut. Dans un champ de bataille ouvert, sa silhouette est massive. On la voit à des kilomètres. À l'image, un géant d'acier impossible à camoufler, une cible prioritaire pour l'ennemi. L'histoire de cette arme ne fait que commencer. Impossible de passer inaperçu avec un tel gabarit. On parle d'un monstre d'acier. Une équipe complète compte 11 hommes. Pour déplacer cette masse, les Allemands utilisent un semi-chenillé. La tactique exige de la mobilité. Mais cette mobilité impose une limite physique fatale. Passer de la configuration de route au mode combat prend 2 minutes et 30 secondes, pour une équipe parfaitement entraînée. Pendant ces 150 secondes, les hommes sont des cibles. Sur les images d'archives, on voit le processus: détacher les essieux, abaisser les supports stabilisateurs, calibrer l'arme. Ils travaillent debout, sans aucune protection. 2 minutes et 30 secondes. Cela semble court. Mais tout change quand les blindés ennemis approchent ou que les avions piquent déjà sur la position. Le chronomètre devient une sentence. Chaque poste exige une compétence technique absolue. Le système repose sur une coordination totale. Le commandant dirige l'engagement. 2 canonniers s'occupent de la visée. Ils manipulent des commandes horizontales et verticales distinctes pour traquer les cibles dans le ciel. Le rythme est dicté par les autres membres de l'équipe. 2 régleurs de fusée ajustent les délais d'explosion. Les obus doivent détonner à l'altitude exacte, pas avant, pas après. Un chargeur pousse les munitions dans la culasse entre chaque tir. 4 serveurs assurent le flux constant des projectiles. Le bruit de la culasse qui se verrouille est incessant. Mais le canon n'est pas seul. À côté, une équipe de 5 hommes manipule la commande au geret. C'est un calculateur mécanique complexe. Sa fonction, générer des solutions de tir et envoyer les données de ciblage à toutes les pièces de la batterie simultanément. Les calculs sont massifs, tout est mécanique, tout se passe sous la pression du feu. L'équipe de détection suit les bombardiers, calcule leur vitesse, leur hauteur et leur trajectoire. Ils doivent anticiper. Ils déterminent le point précis où l'avion se trouvera au moment où l'obus atteindra son altitude. À longue distance, cela signifie prédire la position d'une cible 20 secondes dans le futur. Les chiffres sont brutaux. Les obus quittent le canon à 820 mètres par seconde. Ils peuvent frapper des cibles à 8000 mètres d'altitude. La pression interne est colossale. Un canon mal entretenu ou usé peut exploser net lors d'un tir soutenu. Le nettoyage n'est pas une corvée, c'est une assurance vie. Chaque projectile pèse un peu moins de 10 kg. La cartouche complète avec sa douille en laiton dépasse les 14 kg. Le dos des hommes craque, mais la cadence ne doit pas faiblir. Ainsi fonctionnait la machine de défense aérienne allemande. 1 kg. C'est la quantité exacte d'explosifs contenus dans chaque obus à haute puissance. L'acier de la chemise est conçu pour se briser en 1000 morceaux au moment de l'impact. Un seul obus qui explose projette 10 000 éclats de métal à une vitesse extrême. La zone de mort s'étend sur 15 mètres. Pourquoi ces éclats étaient-ils si redoutés? La réponse est simple, ils ne se contentaient pas de frapper les avions, ils les déchiquetaient. Sur les photos d'époque, on voit des nuages noirs dans le ciel. Ce sont des zones de shrapnel en expansion. Ces fragments traversent le fuselage en aluminium comme du papier. Ils sectionnent les câbles de commande. Ils tuent les pilotes instantanément. Les équipages n'ont aucune protection contre des débris projetés à une telle allure. À première vue, une arme parfaite, mais en réalité, un défaut technique majeur. Les Allemands n'ont jamais résolu un problème critique. Les Alliés utilisèrent des fusées de proximité. Ces dispositifs déclenchent l'explosion dès que l'obus passe près de l'avion. Les Allemands, eux, sont restés fidèles aux fusées à retardement jusqu'à la fin de la guerre. Le résultat est mathématique. L'obus explose trop tôt ou trop tard. Même quand les calculs de la batterie sont parfaits, la cible s'échappe. Les Alliés possèdent une avance technologique que le volume de feu allemand ne peut pas compenser totalement. Mais la cadence de tir reste impressionnante. 15 à 20 obus par minute. La culasse semi-automatique éjecte la douille brûlante après chaque tir. Le mécanisme recharge et fait feu dès que le nouvel obus est en place. On entend le bruit métallique des douilles qui frappent le sol. La situation a empiré pour les bombardiers. L'Allemagne déploie des calibres encore plus lourds. Les canons de 10,5 et 12,8 cm entrent en scène. Les obus pèsent 15 et 26 kg. La charge explosive est doublée, voire triplée par rapport au canon de 88 mm standard. À l'image, une batterie en position de tir. Comment vivaient les soldats derrière ces pièces?
Une batterie standard aligne 4 à 6 canons. Pour protéger les usines vitales, ce chiffre grimpe à 8 ou 12 armes par position. Chaque canon possède son propre nom, tiré de l'alphabet phonétique allemand. Le quotidien se résume à l'attente et au bruit. Les hommes dorment près des munitions, ils mangent au milieu de l'huile et de la graisse de moteur. L'erreur est interdite dès que les sirènes retentissent. Ainsi fonctionnait la défense du Reich. 22 juillet 1943. Hambourg tremble sous les sirènes. Les équipages de la DCA courent vers leur poste. Ils s'appellent Antoine, Bertha, Saers, Dora, Émile ou Fritz. Ce ne sont pas juste des noms, ce sont des machines de guerre et les hommes qui les servent. Dans l'acier et la fumée, une fraternité brutale s'installe. Votre survie dépend de l'homme d'à côté. Un seul échec et tout explose. Autour d'eux, tout cherche à les tuer. Le quotidien est une boucle répétitive. Entretenir les canons, inspecter le matériel, préparer le combat. Chaque matin commence par le rassemblement et l'examen des pièces. Le nettoyage des tubes prend des heures. Un canon usé est une bombe à retardement. Sous la pression du tir rapide, le métal peut se déchirer et tuer l'équipage. Les exercices de visée s'enchaînent, les tours de garde aussi. Puis vient l'attente. C'est l'étape la plus difficile pour les nerfs. À Hambourg, les chiffres sont vertigineux. 778 alertes aériennes sur toute la durée du conflit. Les équipages vivent en rotation permanente, le sommeil est haché, la tension est totale, on ne sait jamais quand le ciel va s'ouvrir. Comment réagir sous la pression? Une question de secondes. La sirène hurle. L'équipage a exactement 2 minutes et 30 secondes pour rendre le canon opérationnel. À l'image, des hommes qui chargent des obus de plusieurs kilos dans un vacarme mécanique. Ils sont postés sur des plateformes à découvert. Face à eux, des centaines de bombardiers lourds approchent en formation serrée. Le problème central est la visibilité. Les positions sont choisies pour offrir une portée maximale. Cela signifie une exposition totale. Les canons trônent sur des toits, des tours spécialisées ou des terrains surélevés. Aucune protection. Au premier tir, la flamme de départ et la fumée trahissent la position. À l'image, l'éclair du tir illumine la nuit. L'équipage devient une cible fixe. Les avions, eux, peuvent manœuvrer. Mais les artilleurs ne bougent pas. Il faut rester au poste et tirer pendant que les bombes tombent. À première vue, un service militaire classique. Mais en réalité, un enfer géographique. Les conditions de vie changent selon le front. En Allemagne, les soldats ont des casernes et un semblant de confort. En Afrique du Nord, tout change. Il faut creuser des trous dans le sable pour cacher la silhouette du canon. Le sable s'insinue partout. Si le mécanisme s'encrasse, il se bloque. La chaleur est telle que le métal brûle la peau au moindre contact. Sur le front de l'Est, c'est l'inverse. Le froid paralyse tout. Les soldats utilisent pour nous des traîneaux à chevaux pour déplacer le matériel léger. Les véhicules à roues sont enfoncés dans la neige. Mais ce n'était que le début. La guerre change de visage. Le basculement vers le combat au sol arrive plus tôt que prévu. C'est un pur accident tactique. Dès les premières campagnes, la panique s'installe. Les blindés alliés apparaissent sur le champ de bataille. Les canons anti-chars standards de 37 et 50 mm sont inefficaces. Les chars français et les Matilda britanniques ont un blindage trop épais. Les obus allemands rebondissent sur l'acier. La situation a empiré. Il ne restait plus qu'une solution. Elle était lourde, massive et n'était pas censée tirer sur des chars. Ainsi a commencé la légende du canon de 88. 8 mai 1940. Les chars lourds alliés avancent. Les projectiles allemands rebondissent sur le blindage. Quelqu'un donne l'ordre. Amenez les 88. Les obus à haute vélocité percutent le métal. Le blindage vole en éclats. La campagne de France valide la méthode. Mai 1940. Les blindés britanniques lancent une contre-attaque brutale contre la division de Rommel. Les chars légers allemands reculent. Le front menace de s'effondrer. Rommel n'hésite pas. Il ordonne à toutes les batteries de défense aérienne d'abaisser leurs canons. Tir tendu. Les 88 brisent beau l'assaut. L'état-major comprend alors le potentiel. Une arme anti-aérienne peut devenir un tueur de chars redoutable. Dans le désert, Rommel transforme cette improvisation en piège systématique. Juin 1941. Un lieu précis, le col d'Al-Faya. Les tankistes britanniques le renommeront le col du feu de l'enfer. La tactique est simple. Les blindés allemands simulent une retraite. Ils attirent les chars britanniques vers des positions dissimulées. Les 88 sont enterrés dans le sol du désert. À l'image, 13 canons font face à 190 chars britanniques. L'engagement est un massacre. Environ 100 véhicules sont pulvérisés. Parmi eux, les chars Matilda. Des forteresses d'acier censées résister à toutes les armes anti-chars conventionnelles.
Les artilleurs allemands font preuve d'une précision chirurgicale. Une cible détruite tous les 20 projectiles. La première vague est annihilée en quelques minutes. Sur une formation de 12 chars, 11 sont en flammes. On entend le dernier message radio du commandant britannique. Un canon inconnu déchire son escadron. Puis, le silence. Son propre char vient d'être touché. Après la bataille, un prisonnier britannique s'indigne. Selon lui, utiliser des canons antiaériens contre des chars n'est pas loyal. Mais la réalité technique est indiscutable. Une trajectoire plate, une vitesse initiale immense, des optiques de visée de haute précision. Ces qualités fonctionnent aussi bien contre un avion que contre un blindé. À première vue, l'invasion de l'Union soviétique semble facile, mais en réalité, l'Allemagne va subir un choc thermique. Sur le front de l'Est, les chars soviétiques T-34 et la série K5 apparaissent. Les canons anti-chars allemands standards sont impuissants. Le modèle de 37 mm reçoit un surnom amer chez les soldats, le taper à la porte. Il frappe le métal sans jamais percer. Il ne sert qu'à une chose, révéler sa position à un ennemi qu'on ne peut pas blesser. La situation devient critique. Au début de la campagne de Russie, le 88 est la seule arme disponible. C'est l'unique outil capable de détruire un char lourd soviétique à plus de 1000 mètres. Sans lui, le front serait déjà perdu. L'histoire s'est arrêtée là pour des milliers de tankistes. Des munitions spécialisées ont rendu cela possible. Les obus perforants n'étaient pas conçus uniquement pour percer l'acier. Ils explosaient à l'intérieur après avoir traversé la paroi. Le but était simple, détruire l'équipage et tout l'équipement interne. À 2 km, ces projectiles traversaient 100 mm de blindage. C'était plus que n'importe quelle protection utilisée par les Alliés durant tout le conflit. Pour les artilleurs formés à la défense anti-aérienne, ce changement de cible a été brutal. Pourquoi ce passage au combat anti-char a-t-il tout changé? À cause de la perception de l'ennemi. Le combat aérien gardait une certaine distance. Les hommes surveillaient des cadrans, faisaient des calculs et visaient des points lointains dans le ciel. Le combat au sol exigeait de regarder l'ennemi en face. À l'image, on voit une cible brûlée. Les équipages tentent de s'échapper des épaves en flammes. Au sol, la distance disparaît. Les cibles vous voient et répliquent immédiatement. Les artilleurs de la Flak sont devenus la priorité de tous les soldats sur le champ de bataille. Le commandement allemand a compris qu'il fallait protéger cette puissance de feu. Les ingénieurs ont alors adapté l'arme sur des plateformes blindées. Fin 1942. Le char Tigre entre en combat. Il porte une version du canon de 88. Les équipages alliés vont craindre cette arme jusqu'à la fin de la guerre. Des chasseurs de chars comme le Nashorn et l'Elephant ont reçu des versions encore plus puissantes. Ces véhicules souffraient de pannes mécaniques constantes, mais leurs canons étaient les meilleurs du conflit. Ils détruisaient les blindés ennemis à des distances où aucune riposte n'était possible. À première vue, l'arme était invincible. Mais en réalité, la vulnérabilité restait totale. Même avec l'arrivée des chars, les batteries statiques restaient indispensables pour la défense du ciel. Février 1945. Plus de 300 batteries antiaériennes lourdes font face aux soviétiques. C'est un cinquième de tout l'arsenal allemand détourné de sa mission initiale. Les équipages formés pour abattre des avions voient déferler les vagues de chars russes. Le danger est le même qu'auparavant. L'installation prend 2 minutes et 30 secondes. Durant ce temps, les hommes sont exposés. Aucune protection n'existe contre les tirs venant d'en haut. L'infanterie ennemie peut s'approcher par des zones non couvertes. Les événements se sont accélérés. On voit des soldats debout dans la boue gelée près de Prague, d'autres subissent des tirs de mortier près de Breslau. Ils manipulent des armes conçues pour le ciel contre des ennemis qui rampent au sol. Juillet 1944, en Normandie. Un incident illustre la tension extrême entre les unités. Un major de l'armée arrive dans un village. Il voit des blindés britanniques contourner sa position. Il trouve une batterie de la Luftwaffe encore intacte. Le major ordonne au capitaine d'engager les chars. Le capitaine refuse. Il affirme que sa mission concerne les avions et que les chars sont le problème de l'armée de terre. La situation a empiré. Le major sort son pistolet. Il donne un choix simple au capitaine, ouvrir le feu ou mourir sur place. Le capitaine cède sous la menace. Résultat, des dizaines de chars britanniques sont pulvérisés, mais ce conflit montre une fracture profonde. Ces hommes dépendèrent de la Luftwaffe, pas de l'armée. Beaucoup refusèrent d'être jetés dans des combats terrestres pour lesquels ils n'avaient aucune préparation. Ils mouraient dans des rôles imposés par des officiers d'un autre corps d'armée. Au début de la guerre, l'Allemagne dominait le ciel européen. Les équipages antiaériens travaillaient alors dans un calme relatif. L'histoire s'est arrêtée là. 1943.
C'est l'année où tout bascule. La supériorité aérienne change de camp et les serveurs de la FLAC entrent dans une lutte pour leur survie. Un combat brutal qui ne s'arrêtera qu'avec l'effondrement total de l'Allemagne. Les Alliés mettent en place un cycle de destruction ininterrompu. Les Britanniques frappent la nuit, les Américains attaquent le jour. Le bombardement est permanent, l'échelle des attaques dépasse l'entendement. Pour le raid sur Dresde, les Alliés déploient plus de 1200 appareils. En mars 1945, la ville de Essen reçoit 5000 tonnes de bombes en une seule mission menée par plus de 1000 avions. Au moment du débarquement de Normandie, la Luftwaffe n'existe quasiment plus. Le jour J, les pilotes allemands ne réalisent que 250 sorties. En face, les Alliés lancent 14 000 missions en 24 heures. La protection des chasseurs allemands a disparu. Seules les batteries de flak restent pour défendre le ciel. Comment les artilleurs voyaient-ils ces attaques ? En août 1944, un canonnier décrit la scène depuis son poste. Au loin, des points sombres apparaissent dans le bleu du ciel. Les grappes d'avions grossissent à chaque seconde. Dès que la formation entre dans la zone de tir, l'ordre tombe. C'est un déluge de feu. Obus après obus, salve après salve. Le vacarme est assourdissant jusqu'à ce que les bombardiers s'éloignent ou que la batterie soit pulvérisée. Mais l'efficacité de la défense anti-aérienne chute. Pourquoi ce déclin ? Les Alliés utilisent des contre-mesures technologiques de plus en plus sophistiquées. Au début de la guerre, il fallait environ 4000 obus pour abattre un seul bombardier. Plus tard, ce chiffre monte à 16 000 obus par avion détruit. Le brouillage radar rend le contrôle de tir allemand imprécis. Pourtant, le volume de feu reste terrifiant. Les pertes alliées s'accumulent, des centaines d'appareils s'écrasent, des milliers d'aviateurs meurent ou sautent en parachute pour finir capturés en territoire ennemi. Le traumatisme est indélébile pour les survivants. À l'image, un ciel saturé de fumée noire. Un pilote américain se souvient avoir volé dans une flaque si dense qu'elle masquait le soleil. 10 secondes d'obscurité totale comme une éclipse en plein combat. Les planificateurs britanniques connaissent les risques. Attaquer une zone défendue par 488 batteries signifie accepter 12% de pertes par mission. Les bombardiers n'offrent aucune protection réelle. Leur structure est faite de feuilles d'aluminium minces. Seuls les systèmes critiques possèdent un blindage léger. Les équipages sont vulnérables aux éclats d'obus. Les conduites de carburant, les moteurs et les circuits hydrauliques sont exposés aux moindres projectiles. Mais la violence change de camp. Les commandants alliés passent à l'offensive contre les canons. Les chasseurs bombardiers deviennent les prédateurs de la FLAC. Les Thunderbolts, les Mustangs et les Typhoons tractent délibérément les batteries au sol. Détruire les canons est la seule priorité pour sauver les bombardiers qui suivent. À l'image, les chasseurs plongent en piqué à pleine vitesse. Ils mitraillent les positions d'artillerie avant l'arrivée des gros porteurs. Les bombardiers eux-mêmes ouvrent le feu avec leurs mitrailleuses de bord. La technologie se spécialise dans l'élimination des artilleurs. Les Alliés déploient des bombes à sous-munitions. Elles explosent au-dessus des positions de tir pour arroser les servants de milliers de fragments d'acier. Le ciel et le sol deviennent un enfer mutuel. L'histoire s'est achevée dans les décombres des villes allemandes. 1944. Les Alliés utilisent désormais contre l'Allemagne la même stratégie de destruction que celle subie par Londres 4 ans plus tôt. Sur le toit d'une tour de défense en béton à Berlin, un officier observe le ciel. Des centaines de bombardiers américains traversent les nuages de fumée noire des explosions. Les appareils volent en formation serrée, imperturbables, et se dirigent vers leurs objectifs pour larguer des tonnes d'explosifs. Pourquoi ces forteresses n'ont-elles pas stoppé l'invasion ? Elles étaient pourtant les structures les plus solides du Reich, mais la puissance aérienne alliée avait déjà pris le dessus. Le commandant de la Luftwaffe se rend sur place pour inspecter la position. Son visage a changé. L'arrogance affichée après la victoire en France a disparu. Un officier présent remarque que son chef semble enfin comprendre que la guerre est perdue. Les tours de la FLAC sont impressionnantes, mais elles arrivent trop tard. C'est un échec technique et stratégique total. 8 complexes massifs sortent de terre à Berlin, Hambourg et Vienne. Ce sont des blocs de béton armés. Les murs mesurent plusieurs mètres d'épaisseur. Ils sont conçus pour résister aux impacts directs des bombes les plus lourdes de la Royal Air Force. À l'intérieur, c'est une ville miniature. On y trouve des dépôts de munitions, des hôpitaux militaires, des stocks de nourriture et des abris pour des milliers de civils terrifiés. La puissance de feu est colossale. Chaque tour dispose de canons jumelés de 12,8 cm.
Ces pièces sont soutenues par des canons de 4,28 et des armes légères à tir rapide pour la défense rapprochée. Le problème est mathématique. Il y a trop peu de tours pour couvrir le territoire. Les planificateurs alliés repèrent les emplacements sur leurs cartes et ordonnent aux pilotes de contourner les zones de tir. À l'image, les forteresses restent isolées au milieu des ruines. La situation s'est aggravée à la fin du conflit. Ces structures deviennent les derniers bastions de défense du régime. Ce sont les ultimes positions à hisser le drapeau blanc. Mais le danger ne vient pas seulement des avions ennemis. L'équipement lui-même est une menace pour les servants. Les obus défectueux explosent parfois prématurément dans les tubes. Les servants subissent des brûlures graves au contact des douilles brûlantes et des canons en surchauffe. Un risque mortel est souvent oublié. La gravité. Des milliers de fragments d'acier retombent sur la ville après les explosions en altitude. Tout ce qui monte finit par redescendre. Ces éclats tranchants frappent sans distinction les équipages alliés ou les artilleurs allemands restés au sol. Au début de la guerre, des professionnels formés de la Luftwaffe servaient ces armes. À la fin, ils avaient presque tous disparu. Les unités étaient recomposées d'adolescents et de réservistes épuisés. L'acier et le béton n'ont pas suffi. Janvier 1943. Les pertes sur le front sont massives. Le régime change de stratégie et publie un décret de conscription totale. Des classes entières de lycéens reçoivent leurs ordres de mobilisation. Ce sont des garçons nés en 1926 et 1927. Ils ont entre 15 et 17 ans. Pourquoi envoyer des enfants au combat? Les hommes manquent cruellement. Le haut commandement n'a plus le choix. En février, ces adolescents se présentent dans les casernes. Quelques semaines plus tard, ils manœuvrent déjà des armes lourdes pour défendre les villes allemandes. Le processus s'accélère. Des garçons encore plus jeunes suivent avec le mouvement. À la fin de la guerre, des enfants de 14 ans servent dans l'artillerie. Certains rapports mentionnent même des gamins de 12 ans ou moins occupant des positions de tir. Les troupes américaines capturent parfois des prisonniers âgés de seulement 8 ans. À l'image, des silhouettes frêles sous des casques d'acier trop grands. Environ 200 000 jeunes garçons servent comme auxiliaires de la défense anti-aérienne avant la capitulation. Leur formation est rudimentaire. Rien à voir avec l'instruction des professionnels. Un survivant décrit une préparation expédiée. 2 semaines d'entraînement directement sur la batterie de tir. Un autre se souvient être arrivé un matin pour être nommé chargeur dès l'après-midi même. Mais ce ne sont pas de simples assistants. Ils ne se contentent pas de passer les obus aux adultes. Ils forment des équipages complets. Ces enfants deviennent tireurs, chargeurs ou opérateurs de systèmes de contrôle de tir complexes. Un vétéran, tireur de traverse à 16 ans, raconte la difficulté technique. Le canon est massif et extrêmement lourd. Il explique que faire pivoter l'arme pour suivre une cible donne l'impression de vouloir déplacer le monde entier. C'est le travail quotidien de garçons à peine sortis de l'enfance. À première vue, une armée de métiers. Mais en réalité, un sacrifice de jeunesse. Le rôle des femmes s'élargit également. En 1943, plus de 100 000 jeunes femmes sont rattachées aux unités de défense anti-aérienne. Elles manipulent les projecteurs géants et gèrent les systèmes de visée. En 1944, elles sont autorisées à servir directement les pièces d'artillerie. À la fin du conflit, certaines batteries protégeant Berlin sont composées uniquement de femmes. La situation s'aggrave encore. Les travailleurs étrangers doivent combler les derniers trous dans les effectifs. La Luftwaffe utilise environ 100 000 prisonniers soviétiques. Ces hommes acceptent de servir leurs ravisseurs pour une seule raison: éviter de mourir de faim dans les camps de concentration. On leur donne des uniformes, on leur confie des munitions. On entend le bruit métallique des obus que l'on manipule. Mais ces prisonniers connaissent les risques. Ils savent ce qui les attend si l'Allemagne perd la guerre. Les autorités soviétiques les exécutent systématiquement comme traîtres à la nation. Tout le monde comprend que leur destin est déjà scellé. L'histoire s'est arrêtée là. Avril 1945. À cette date, la défense anti-aérienne allemande n'est plus qu'un souvenir. Près de la moitié des effectifs de la FLAC sont des civils ou des auxiliaires. On voit à l'image des ouvriers industriels qui manipulent les canons la nuit et retournent à l'usine le jour. Des prisonniers de guerre, des volontaires étrangers venus de Lettonie ou de Croatie, des étudiants qui devraient être en classe, des miliciens âgés et des femmes. Ce qui était une branche militaire d'élite est devenu une force de dernier recours. Pourquoi les professionnels ont-ils disparu? La réponse tient en un mot: l'hécatombe. La mort n'a épargné personne. Les statistiques de pertes sont brutales. Dès la guerre d'Espagne, les équipages de la FLAC enregistraient des pertes juste après les pilotes de chasse.
À la moitié du conflit mondial, 50% des effectifs originaux sont déjà morts. Durant la phase suivante, le taux grimpe entre 50 et 70%. Dans les derniers mois, il frôle les 80%. Selon certains rapports, seul un servant de canon sur 5 a survécu pour voir la paix. À première vue, une armée organisée, mais en réalité, un sacrifice de masse. Ces chiffres sont difficiles à vérifier avec précision, mais les faits sont là. En 1945, les équipages entraînés ont été remplacés par des adolescents, des vieillards et des prisonniers. Les soldats de métier qui servaient ces canons au début de la guerre reposent sous terre. La situation a empiré chaque jour. Des incidents précis illustrent ce carnage. En août 1944, 23 adolescents originaires de 4 villes différentes meurent lors d'une seule frappe alliée. En juillet de la même année, 8 garçons de 15 et 16 ans sont tués. Une mine aérienne a pulvérisé leur poste de commandement. En octobre 1943, 23 lycéens disparaissent quand une bombe tombe directement sur leur position. En janvier 1945, 17 autres adolescents périssent lors d'une seule attaque sur Cologne. L'erreur était interdite, mais le ciel appartenait désormais aux Alliés. Sur le front de l'Est, la situation est encore plus sombre. Les forces soviétiques exécutent les combattants mineurs. Ils les considèrent comme des francs-tireurs non protégés par la Convention de Genève. Le commandant de la Luftwaffe finit par ordonner le retrait des plus jeunes auxiliaires de ce front. Mais l'ordre arrive trop tard. Beaucoup sont déjà morts. Le témoignage d'un officier raconte la fin de sa batterie lors de l'ultime offensive soviétique. Sur les registres, on lit « L'unité a été transportée vers l'Est par train. Leurs canons ont été détruits derrière eux. À l'exception d'un seul homme resté à l'ouest du fleuve, personne n'a survécu. » Les événements se sont accélérés jusqu'à la chute finale. Selon les registres commémoratifs, environ 100 000 enfants soldats sont morts durant les seuls derniers mois de la guerre. Les corps ont été enterrés dans la précipitation. L'histoire s'est arrêtée là.